Salut les passionnés de voitures et bienvenue à ce Deep Dive spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien pour tout ce qui roule avec style. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire d'une voiture mythique, la Lotus 7. On la connaît tous de vue cette petite bête, mais qui connaît vraiment les secrets de sa conception, son évolution et pourquoi après plus de 60 ans, elle continue de nous faire rêver. Ah, la Seven. Une véritable légende qui a su traverser les époques sans prendre une ride. Mais vous savez ce qui est fascinant avec cette voiture, c'est qu'elle est bien plus qu'une simple sportive. C'est une philosophie, un état d'esprit, une ode à la simplicité et à la performance brute. Dites-moi en plus. Vous avez piqué ma curiosité. J'avoue que je me suis souvent demandé comment une voiture aussi minimaliste a pu marquer l'histoire de l'automobile de manière aussi profonde. Eh bien, tout commence avec un homme, Colin Chapman, le fondateur de Lotus. C'était un ingénieur brillant obsédé par la légèreté et l'efficacité. Dès ses débuts, il s'est illustré en compétition avec des Austin 7, modifiés des petites voitures populaires qu'il transformait en véritables bolides. C'est là qu'il a forgé sa philosophie. Obtenir le maximum de performance avec le minimum de poids. C'est intéressant parce qu'on voit souvent la Sesemani comme une voiture purement sportive, mais on oublie parfois qu'elle est née d'une vision pragmatique de l'ingénierie. Exactement. Et c'est cette vision qui a donné naissance à la Mars 7, une kit car qui a connu un franc succès et qui a ouvert la voie à la 7. D'ailleurs, saviez-vous que la 7 a été conçue un soir sur un coin de table et que le prototype a été construit en une semaine seulement? Une semaine. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, on passe des années à développer une nouvelle voiture. Ça en dit long sur l'esprit d'innovation et la rapidité d'exécution de Chapman à l'époque. Absolument. Et cette première 7, la série 1, sortie en 1957, était révolutionnaire. Une carrosserie en aluminium ultra légère, un châssis tubulaire minimaliste et des pièces mécaniques provenant de voitures de grande série comme le moteur Ford. C'était un cocktail détonnant de performance et d'accessibilité. Le magazine Motor avait d'ailleurs mesuré un 0 à 100 km/h en à peine plus de 6 secondes, tout en consommant moins de 10 litres au 100. Des chiffres impressionnants pour l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Et je crois savoir que la Seven a rapidement traversé l'Atlantique pour conquérir le marché américain. Comment s'est-elle adaptée au goût des conducteurs américains? Eh bien, disons que les Américains avaient des exigences un peu différentes. Ils trouvaient le moteur Ford d'origine un peu trop rustique. Lotus a donc décidé d'opter pour le moteur BMC Serie A plus moderne et plus performant qu'on trouvait notamment sur l'Austin Healey Sprite. Ah oui, la fameuse Bug-Eye. Un choix intéressant qui a certainement plu aux amateurs de petites sportives. Mais il me semble qu'il y a eu aussi quelques changements esthétiques, Nona. Tout à fait. Pour plaire au marché américain, Lotus a remplacé les ailes avant en aluminium par des ailes enveloppantes en fibre de verre. C'était plus moderne, plus en phase avec les tendances de l'époque. Mais d'un point de vue aérodynamique, c'était moins efficace. Un choix dicté par le marketing, peut-être. C'est possible. Après tout, il faut savoir séduire son public. On peut dire que cette Seven américanisée avait un look unique, même si elle sacrifiait un peu de performance au passage. Effectivement. Mais l'histoire de la 7 ne s'arrête pas là. Entre 1960 et 1969, les séries 2 et 3 ont apporté de nombreuses améliorations. On a vu l'arrivée des moteurs Ford Kent, dont le fameux Super 7 préparé par Cosworth. Rien que le nom fait rêver. Ah oui, Cosworth. Synonyme de puissance et de sportivité. Exactement. Et puis les freins à disque ont progressivement remplacé les tambours et l'essieu arrière fort plus robuste a amélioré la tenue de route. La 7 gagna en performance et en fiabilité tout en restant fidèle à son ADN. Et ensuite, on arrive à la série Carin, une version qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Ah, la série 4A. Produite entre 1970 et 1963, elle a marqué un tournant controversé dans l'histoire de la 7. Chapman avait décidé de lui donner un style plus KGT, avec une carrosserie entièrement en fibre de verre et un habitacle plus confortable. Je comprends pourquoi certains puristes ont crié au scandale. On s'éloignait de la philosophie minimaliste des débuts, non? Oui, la série 4 a divisé les amateurs. Pour certains, c'était une trahison de l'esprit originel de la 7. Pour d'autres, c'était une évolution logique vers plus de confort et de raffinement. Mais une chose est sûre, la série 4 a proposé une option moteur qui a ravi les amateurs de performance. Le puissant Lotus Twin Cam. Waouh, on est loin du petit moteur Ford des débuts. La Seven était devenue une véritable bête de course. C'est vrai, mais l'histoire de la 7 ne s'arrête pas là. En 1963, Lotus a vendu les droits de la 7 à Sir. Danke, quodes gente du mar. I sera ou la série. How much is it? Et tout là. Et c'est là que commence un nouveau chapitre tout aussi passionnant dans la saga de la 7. Mais on garde ça pour la suite de notre deep dive. Restez avec nous. Ah oui, Caterham entre en scène et reprend le flambeau. Pour le plus grand bonheur des fans de la 7, certains auraient pu craindre une rupture avec l'héritage de Chapman. Mais hâte!
Mais Caterham a fait preuve d'une grande intelligence en comprenant l'essence même de la Seven. Oui, c'est fascinant de voir comment ils ont su saisir l'esprit de la Seven. Ils auraient pu se contenter de reproduire la série 4. Mais non, ils ont choisi une autre voie. Ils ont compris que la série 3 était la plus appréciée des puristes, celle qui incarnait le mieux la philosophie de la légèreté, de la simplicité et de la performance brute. C'est donc sur cette base qu'ils ont décidé de repartir, tout en apportant des améliorations subtiles au fil des années. Et quelles ont été ces améliorations? On parle de suspension de moteur de frein. Donnez-nous les détails. Eh bien, Caterham a commencé par conserver le châssis et les suspensions de la série 3, mais ils ont rapidement introduit des améliorations au niveau des trains roulants. Par exemple, ils ont remplacé l'essieu arrière d'origine par un essieu de Dion plus sophistiqué. Ah oui, le fameux de Diona. On se rapproche des prototypes originaux de Chapman. Ceux qui l'utilisaient pour les courses de côte. Mais en quoi cet essieu est-il si spécial? Le 2 Dion, c'est un type d'essieu arrière qui offre un excellent compromis entre la tenue de route et le confort. Il permet de maintenir les roues perpendiculaires à la route, même en virage, ce qui améliore la stabilité et la précision de conduite. Imaginez, vous prenez un virage à toute vitesse, Ouais, et la voiture reste collée au sol comme sur des rails. pas mal du tout. Et du côté des moteurs, quelles ont été les innovations de Caterham? Ont-ils continué avec les Ford ou ont-ils exploré d'autres options? Au début, ils ont continué avec les moteurs Ford, notamment le fameux Kent Crossflow, mais ils ont aussi testé d'autres motorisations comme le moteur Lotus Twin Cam, le Cosworth BDRR et même des moteurs Vauxhall. Vauxhall. C'est assez surprenant pour une sève à marque. Oui, c'était une période d'expérimentation pour Caterham. Ils cherchaient à trouver le meilleur compromis entre performance, fiabilité et coût. Et puis au début des années 90, ils ont introduit le moteur Rover K-Series qui allait devenir un classique sur les Caterham. Ah, le Rover. Un moteur réputé pour sa légèreté et sa vivacité, parfaitement adapté à la philosophie de la Seven. Exactement. Le Rover a permis à Caterham de créer des Seven encore plus performantes et agiles. On pense notamment à la Superlight lancée en 1996, qui pesait à peine plus de 500 kg et offrait un rapport poids-puissance exceptionnel. Imaginez, vous êtes au volant, vous appuyez sur l'accélérateur, Oui. et la voiture bondit comme un guépard. Ouais. On a l'impression de faire... On a l'impression de faire corps avec la machine. Exactement. Et puis il y a eu la R500, la Seven Ultime, celle qui a fait trembler les supercars. Ah oui, la R500. Un véritable monstre de puissance dans un format miniature. Avec son moteur Ford Duratec de 263 chevaux, elle a battu de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. De quoi clouer au siège, même les pilotes les plus expérimentés. C'est incroyable. Une voiture née il y a plus de 50 ans, capable de rivaliser avec les supercars modernes. Ça prouve bien que le concept de Chapman était visionnaire. Absolument. Caterham a su perpétuer l'héritage de la Seven en la rendant encore plus performante, plus affûtée, sans jamais trahir son esprit originel. Et justement, en parlant d'héritage, il faut parler des répliques. Parce que la Seven a inspiré de nombreux constructeurs et artisans à travers le monde. Oui, c'est vrai. La simplicité du concept de la Seven a permis à de nombreux passionnés de se lancer dans la construction de leur propre version. On a vu apparaître des répliques plus ou moins fidèles, certaines très performantes, d'autres plus abordables. C'est la beauté de la Seven. Elle est accessible à tous ceux qui rêvent de construire et de piloter leur propre voiture de sport. C'est un peu comme le mythe de Frankenstein. La Seven a donné naissance à toute une famille de créatures, certaines magnifiques, d'autres un peu plus. Monstrueuses. Mais toutes animées par la même passion pour cette voiture mythique. Ah, c'est une image amusante. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout dans le monde des répliques de Seven. Parmi les plus connues, on peut citer les Westfield, les Donkerver, les Dax. Westfield Donkerver, des noms qui font rêver les amateurs de voitures de sport. Mais en France aussi, on a eu nos propres artisans qui ont tenté l'aventure de la réplique de Seven. Oui, bien sûr. On pense notamment à Georges Martin, qui a produit plus de 500 répliques de Seven dans les années 80 et 90. Des voitures simples et abordables qui ont permis à de nombreux Français de goûter au plaisir de conduire une Seven. Malheureusement, l'aventure de Georges Martin a pris fin victime de la concurrence et du durcissement des normes anti-pollution. Mais son histoire témoigne de la fascination qu'exerce la Seven sur les passionnés. On a envie de s'y mettre nous-mêmes. Et pourquoi pas? Construire sa propre Seven, c'est une expérience unique. C'est l'occasion de se plonger dans les mécaniques, de comprendre comment chaque pièce fonctionne et de créer une voiture qui vous ressemble vraiment. Parlons justement de l'expérience de conduite. Parce que le Saxen, c'est bien plus qu'une simple voiture, c'est une véritable philosophie. Exactement. C'est une voiture qui vous met en contact direct avec la route, avec les éléments. Pas d'assistance électronique, pas de fioritures, juste un moteur, un volant et un châssis qui vous permet de ressentir chaque virage, chaque accélération.
C'est une expérience pure authentique qui vous rappelle pourquoi vous aimez tant conduire. On est loin des voitures modernes, aseptisées, qui vous isolent de la route. La Seven, c'est une voiture qui vous met au défi, qui vous demande de vous impliquer. C'est une école de pilotage à ciel ouvert. Oui, c'est une voiture pour les vrais passionnés, ceux qui aiment ressentir la mécanique, la vitesse, les sensations brutes. C'est une voiture qui vous donne le sourire à chaque fois que vous prenez le volant. Avec qui? Et ce sourire, croyez-moi, il est communicatif. C'est ça la magie de la Seven. Et c'est ce qui explique pourquoi elle continue de fasciner génération après génération. Absolument. La Seven, c'est bien plus qu'une voiture. C'est un symbole, un mythe, une légende qui traverse le temps. Et on pourrait parler de la Storm pendant des heures, mais on arrive déjà à la fin de notre deep dive. C'est vrai, on pourrait passer des heures à parler de la Seven. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur ce qui fait la magie de cette voiture. On a parlé de son histoire, de sa conception, de ses performances, mais qu'est-ce qui fait qu'elle continue de fasciner autant même après toutes ces années? Je crois que le secret de la Seven, c'est sa simplicité. C'est une voiture qui va à l'essentiel, sans artifice. Elle est pure authentique. Elle ne triche pas. Et c'est ce qui la rend si attachante, si désirable. Oui, c'est une voiture qui parle à notre homme d'enfant, à notre brûle liberté de sensations fortes. On se sent vivant au volant d'une S20, on oublie tout le reste. Exactement. Et puis, il y a cette dimension de construction de personnalisation qui ajoute encore à la magie de la Seven. On peut la construire soi-même, la modifier à son goût, la faire évoluer. C'est une voiture qui se vit, qui se partage, qui se transmet. C'est une voiture qui crée du lien, qui rassemble les passionnés autour d'une même passion. On n'achète pas une Seven, on adhère à un club, à une communauté. C'est vrai. Et puis, il y a cette dimension intemporelle. La Seven n'est pas soumise aux modes de tendance. Elle est belle, elle est performante, elle est attachante. Et ça ne se démode jamais. C'est une voiture qui traverse les époques avec élégance, sans prendre une ride. On la regarde aujourd'hui avec la même admiration qu'il y a 60 ans. Absolument. Et je crois que c'est ça le plus important. La Seven, c'est une voiture qui nous rappelle pourquoi on aime l'automobile, pour le plaisir de conduire, pour la beauté des formes, pour la mécanique qui s'exprime. Pour l'émotion, tout simplement. La Seven, c'est une leçon de vie, une invitation à vivre pleinement sa passion. Tout à fait. Merci à vous pour cette plongée fascinante dans l'univers de la Lotus 7. On espère que vous avez apprécié ce deep dive spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours pour votre dose quotidienne de passion automobile. À bientôt.